Si tu fais partie de ces handballeurs qui galèrent à rentrer dans leur match, c'est-à-dire que tu vas te sentir fatigué dès les premières secondes, tu vas louper les premiers tirs, les premiers duels, ou tu vas sentir des petites douleurs par-ci par-là, eh ben c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est généralement en début de match que tout va se jouer. Dans le sens où si dès les premières secondes, tu n'es pas capable de montrer ta présence, que tu n'es pas capable de montrer que tu vas être le meilleur sur le terrain, bah, ça envoie des signaux assez forts à l'adversaire et aussi à ton entraîneur. Donc ce qu'il faut, ça va être d'aller chercher le petit détail qui fait que tu galères à rentrer dans ton match. Et c'est pas si compliqué que ça. Très souvent, ce petit détail-là, c'est ton échauffement. Pourquoi ton échauffement il est mauvais? Eh ben, c'est assez simple et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer une bonne structure d'échauffement pour que bah, tu arrêtes de faire un échauffement non optimal qui ne te permette pas de rentrer en pleine forme sur le terrain. Le problème aujourd'hui, c'est que l'échauffement, pour beaucoup, se résume à faire des petits 4 mètres, à voilà, trottiner, faire des petites passes contre le mur. Là, je te parle de l'échauffement personnel avant l'échauffement collectif. Et le problème, c'est que même l'échauffement collectif, bah, lui aussi, il manque beaucoup trop d'intensité. Si on résume un petit peu, 99% des clubs de hand font exactement le même échauffement. Tu vas faire quoi? Tu vas faire des allers-retours sur la moitié de ton terrain, pas chassé, talons-fesses, montée de genoux, toutes ces choses-là qui déjà sont faites à une intensité très basse. Très généralement, il y en a qui font la moitié des montées de genoux, la moitié des talons-fesses. Donc, direct, tu sens que ça manque d'intensité. Après, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu les pivots articulaires, échauffement au niveau des hanches, des épaules, etc. Ça dépend, certains le font avant de faire les allers-retours. Enfin bref, encore une fois là, cet échauffement articulaire, généralement, il se compose de je tourne mes poignets par-ci par-là, petite rotation au niveau des chevilles. Et encore une fois, ça manque beaucoup trop d'intensité. Une fois que tu as fait ça, vous faites quoi? Vous faites des passes, on se met à la passe. Là, certains commencent à mettre un petit peu d'intensité, d'autres pas du tout, ils font juste des passes pour faire des passes. Une fois que tu as fait les passes, on va dire que ça part sur un petit échauffement gardien. Pareil, il n'y a pas vraiment d'intensité parce que tu as un passage toutes les 1 minute, vu qu'il y a toute l'équipe qui passe sur le gardien. Une fois que tu as fait cet échauffement gardien, généralement, on passe sur du tir au poste. Pareil, tir au poste, tu as un tir toutes les 30 secondes. Une fois que tu as fait ton tir au poste, relance. Une fois que tu as fait la relance, pareil, une toutes les 30 secondes. Et en fait, c'est un cercle vicieux où tout ce que tu fais va manquer cruellement d'intensité. Alors certains mettent un petit peu de contact, un petit peu de tipping, etc. Mais c'est beaucoup trop faible sur 30 minutes. Donc moi, ce que je vais te présenter dans cette vidéo, ça va être comment toi, sur ton échauffement personnel, avant cet échauffement collectif, tu vas pouvoir vraiment activer ton système nerveux et te réveiller pour être en condition dès le début du match. Mais pourquoi c'est embêtant de mal s'échauffer? Pourquoi ça peut vraiment ruiner du coup ton début de match? Bah forcément, déjà si tu t'échauffes mal, tu as des risques plus élevés, on va dire, de te blesser. Si ton corps n'est pas prêt à faire du duel, n'est pas prêt à rentrer dans le contact, bah au premier contact, ton corps il risque de te dire mon gars, là tu vas peut-être un petit peu trop fort, je suis pas prêt à ça. Donc rien que pour ça déjà, c'est super important de faire un échauffement avec assez d'intensité. Ensuite, comme je te disais en introduction, si tu rentres mal dans ton match, c'est un signe que tu envoies à ton adversaire pour lui dire regardez, je vais galérer à rentrer dans le match. Et bah lui, il va sentir ces signaux et tu vas être celui sur qui on va faire le duel, celui sur qui on va mettre la boîte de début de match, pardon. Tu vois, toutes ces choses-là. Et ça va aussi envoyer un mauvais signal à ton entraîneur qui lui va se dire peut-être qu'en fait, il n'est pas prêt à démarrer des matchs. Peut-être qu'il n'est pas prêt à rentrer à 100%. Peut-être que même, il ne s'investit pas à 100%. Alors que toi, tu veux être à 100%, mais tu n'y arrives pas. Donc, rien que d'envoyer ce signal-là à son coach, c'est une mauvaise chose parce que lui, il va forcément te faire moins confiance à l'avenir et il va pas forcément te titulariser. Toi, d'un point de vue personnel, forcément, bah, tu vas perdre confiance parce que tu vas te dire ok, je suis pas capable de rentrer en début de match, mon coach il me fait plus confiance, les coéquipiers bah pareil, ils me font pas forcément confiance parce qu'ils savent que j'ai galère à rentrer dans mon match, donc ils vont pas forcément me faire la passe, ils vont pas forcément faire des annonces sur moi, le but va pas être de finir sur moi, enfin bref, toutes ces choses-là qui vont faire que psychologiquement, tu vas te sentir
moins bien que si justement tu étais en capacité de vraiment bien rentrer dans ton match. Donc, il va falloir être capable réellement de se mettre à 100% dès les premières secondes. Et pour ça, bah, il n'y a rien de magique comme je te l'expliquais. Ça va passer par un petit échauffement individuel, beaucoup plus structuré et qui a une suite logique pour t'amener vers un niveau d'activation bien plus élevé qu'actuellement. Donc moi, comment j'aime organiser ça? La première chose que je vais faire, ça va être une activation générale. Tu vois, tu vas oublier tous les petits pivots en mode allez, je fais mes petites rotations, etc. Rond de bras, patati patata. On va faire ce qu'on appelle des rotations articulaires contrôlées. Ce qui va être important dans ces racks, enfin du coup c'est comme on appelle ça, rack pour pas avoir à dire rotation articulaire contrôlée à chaque fois, ça va être de mettre de l'intensité et surtout du contrôle. Là, ce qui manque dans ce qu'on fait d'habitude, c'est le contrôle. Tu as vu, tu lances tes bras dans tous les sens, tu lances tes poignets dans tous les sens. Nous, cette fois-ci, on va vouloir du contrôle. Donc, ce que tu vas venir faire, par exemple, pour donner un exemple sur les poignets, c'est que tu vas vouloir venir chercher toute l'amplitude. Tu vas prendre ton poignet et tu vas venir, par exemple, incliner. Je ramène au max vers moi, sur le côté. Tu vois, je cherche vraiment toute l'amplitude avec un certain niveau de force. Environ, généralement, 50% de force pour un échauffement. Après, si tu veux vraiment t'activer à 100%, bah, tu vas pouvoir mettre 100% de force. Mais dans cette partie-là, je te conseille de rester sur à peu près 50% d'activation, 50% de force. Tu vas pouvoir faire ça sur toutes les articulations du corps. Je te mettrai en fond une petite vidéo pour que tu puisses avoir un aperçu de tout ça. Mais voilà, tu peux faire à peu près 3 à 5 rotations par articulation. Tu fais dans chaque sens et bien sûr de chaque côté. Ça va vraiment permettre en gros de venir stimuler tous tes petits récepteurs au sein de ton articulation et de lui dire ok là mon gars, il faut se réveiller, il faut envoyer un petit peu de liquide synovial. Le liquide synovial, c'est en gros ce qui te permet de lubrifier ton articulation pour qu'elle soit beaucoup plus chaude et qu'elle aille dans des amplitudes plus grandes que quand tu n'as rien fait depuis un petit temps. Forcément, tes articulations, elles se mettent un petit peu au repos. Donc en gros, il faut les déverrouiller si on veut vulgariser. Et ça va être tout l'intérêt des rotations articulaires contrôlées. Une fois que tu as fait tes rotations articulaires contrôlées, on va venir faire toujours de la mobilité. Là, c'était plutôt de la mobilisation. Là, maintenant, on va venir faire de la mobilité. On va mettre encore plus d'intensité. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est de ne pas faire 1 million d'exos. Tu vois, dans cette petite routine-là, on va essayer d'être assez rapide et efficace. Donc, dans la mobilité, tu vas focus en gros tes articulations les plus à risque. Si toi, ce qui te gêne en début de match, c'est tes genoux et tes épaules, et ben, tu vas choisir un exercice pour tes épaules et un exercice pour tes genoux. Et tu vas te focus à 100% sur cela. Par exemple, si tu as mal à l'arrière de l'épaule en début de match, ce que tu peux venir faire, ça va être des contractions isométriques au niveau de ton arrière d'épaule. Et donc, c'est assez simple à mettre en place. Tu as juste en gros à repousser contre quelque chose pour pouvoir mettre en activation ton muscle et pouvoir commencer à activer un petit peu le système nerveux. Là, comme je te disais, on rentre dans la mobilité, donc on va vouloir mettre des intensités un petit peu plus élevées que dans nos mobilisations. Donc on va se trouver autour des 80, 90, 100% pour ce qui est de l'intensité, de force que tu vas mettre dans ton exercice. Donc voilà, tu penses à prendre 2 exercices, tu répètes pas trop de répétitions, enfin tu fais pas trop de répétitions ni trop de séries, tu peux faire 1 à 2 séries sur tes exercices. L'objectif encore, une fois, c'est d'activer assez rapidement parce que tu n'es pas là pour perdre toute ton énergie. Tu es là pour trouver la dose optimale entre j'en fais assez pour me réveiller, mais j'en fais pas trop pour justement prendre toute mon énergie et me fatiguer. Donc 1 à 2 séries avec un temps limité si tu fais sur un temps. Par exemple, si tu fais une contraction au niveau de l'épaule, une contraction isométrique, voilà, tu restes autour des 30 secondes max. Si tu fais un nombre de répétitions, reste autour des 6-8 répétitions. Ne va pas forcément chercher plus loin. Une fois que tu as fait ta mobilité et donc tu te sens beaucoup plus actif au niveau des articulations, on va passer cette fois-ci à l'activation un petit peu plus musculaire. Donc là, on va venir un peu pomper le sang au niveau des muscles pour pouvoir se mettre beaucoup plus en activité. Donc, ce que je peux conseiller ici, c'est pareil, tu prends 2 exercices, tu en choisis un pour le haut du corps et un pour le bas du corps. Moi, j'aime bien utiliser
des petites techniques un peu différentes. Par exemple, si on prend le haut du corps, tu peux commencer par faire peut-être une série de pompes normales. Tu vois, c'est un mouvement assez global sur le haut du corps, assez simple à faire en avant-match sans matériel. Et une fois que tu as fait des pompes normales, tu as fait ta première série de pompes normales, tu feras une deuxième série, mais tu vas faire ce qu'on appelle des drop and catch. Le principe des drop and catch, ça veut dire lâcher, rattraper. Et donc, en gros, ce que tu vas faire sur ta pompe, c'est que tu vas partir en position, tu vas te laisser tomber vers le sol, comme si tu ne voulais pas te retenir. Bien sûr, tu ne vas pas te laisser écraser au sol, tu vas te freiner très fort et tu vas te remonter. Donc, le principe de ça, c'est d'apprendre à se relâcher musculairement et de recontracter très fort. Donc, ce que ça va permettre, c'est que ça va envoyer un signal à ton muscle très rapide. Il va falloir réagir très rapidement. Et donc, forcément, ça va t'activer encore un petit peu plus nerveusement, en plus de t'activer musculairement. Donc, moi, j'aime bien les pompes pour le haut du corps. Et par exemple, pour le bas du corps, tu pourrais faire des fentes. Je fais des fentes normales. Et une fois que j'ai fait mes fentes, je pars les deux jambes, hop, je me laisse tomber, je me réceptionne en bas de la fente et je me relève directement. Et ainsi de suite. Donc voilà comment tu peux t'activer musculairement et en même temps activer les muscles avec l'afflux sanguin et en même temps activer au niveau nerveux pour leur demander de réagir rapidement. La dernière étape dans tout ça, ça va être de commencer à mettre encore plus d'intensité et de se rapprocher de quelque chose de beaucoup plus spécifique à l'activité. Donc moi, ce que j'aime bien là, c'est vraiment activer nerveusement à fond, à fond, à fond. Donc, on va faire une méthode qu'on appelle l'isométrie overcoming. L'isométrie overcoming, c'est quoi? En fait, c'est quand tu vas repousser contre un objet immobile, par exemple un mur ou quoi que ce soit, et tu vas tenir cette contraction un certain temps. Par exemple, tu te mets en chaise contre le mur et au lieu de juste rester en chaise, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher à te repousser contre le mur. Et là, tu vas avoir une grosse activation au niveau des quadriceps. Ce que je te recommande là, c'est de faire à peu près 3 petites séries de 5 secondes où tu contractes, 5 secondes où tu relâches, 5 secondes où tu contractes, 5 secondes où tu relâches, 5 secondes où tu contractes, 5 secondes où tu relâches. Donc, une série, en gros, fait 3 petites séries de 5 secondes d'effort. Et une fois que tu as fait ça, j'aime bien le mélanger à en gros un exercice qui remet du mouvement. Parce que l'isométrie, c'est bien, ça te permet d'activer toutes tes fibres musculaires, etc. De vraiment contracter un maximum de muscles grâce à un recrutement d'unités motrices. Donc, c'est toutes les petites unités qui vont venir contracter tes muscles. Mais ça manque quand même de mouvement. Donc derrière, on va réintégrer un mouvement plus dynamique. Donc par exemple, une chaise, ça active bien les quadriceps. Et derrière, ce qu'on pourrait faire, c'est d'enchaîner ça avec des squat jump, par exemple. Donc tu enchaînes des squat jump ou on pourrait aussi faire un peu des pogo jump. Mais je préfère des squat jump parce que c'est un peu plus spécifique à la chaise parce que tu actives les quadriceps et donc tu réactives les quadriceps sur ton squat jump. Là où par exemple tes pogo, c'est un peu plus au niveau des chevilles. Donc tu pourrais plutôt enchaîner cette chaise en isométrie overcoming avec des squat jump. Pareil, on n'est pas là pour se fatiguer. Tu peux en faire à peu près 6. Ça suffira largement. Mais dans ces 6, tu cherches vraiment une notion d'intensité de je veux sauter le plus haut possible. Ensuite, tu pourrais faire un deuxième exercice. Pareil, après ça pourrait être sur le haut du corps. Je repousse très fort contre le mur et je viens faire 6 pompes explosives. Ça pourrait être aussi, je me mets en position sprint contre le mur, je repousse fort et là j'enchaîne soit mes pogo jump, soit par exemple des switches. Enfin bref, tu as plein de choses à faire différentes. Je te conseille de tester au fil des matchs, plutôt haut du corps, plutôt bas du corps et petit à petit tu pourras affiner selon tes besoins à toi. Mais en tout cas, dans cette petite routine que je te présente là, il faut toujours quand même que tu adaptes à tes besoins. Si tu sens que c'est ton bas du corps qui met du temps à se réveiller, travaille peut-être plutôt le bas du corps. Si tu sens que c'est plutôt ton haut du corps qui met du temps à se réveiller, travaille plutôt le haut du corps. Même si je te conseille toujours de faire un petit peu un mix des deux et d'avoir un peu de chaque. En tout cas, voilà pour ce qui est de la routine. Pour te rappeler, du coup, en premier, on a les mobilisations avec les racks. En deuxième, on a la mobilité en choisissant 2 articulations prioritaires. En troisième, on a l'activation plus musculaire en prenant 2 mouvements plus muscu. Et en quatrième, on a l'activation nerveuse et spécifique où là, on vient faire par exemple de l'isométrie overcoming avec des mouvements beaucoup plus dynamiques.
Si tu fais ça, tu peux faire ça dans ton coin en avant-match. Tu peux aussi le faire chez toi si ça te gêne un petit peu de le faire en match. C'est aussi très bien de s'activer comme ça avant parce que l'activation dure quand même un petit temps, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu le fais que ça se dissipe tout de suite, ça a quand même un temps assez prolongé, même si le mieux, je pense que ça reste quand même de le faire juste avant le début de ton match. Pour résumer, un bon échauffement, ça passe par une activation de tout ton corps. Ça passe pas juste par se mettre en activité. Ce qu'on fait avec l'échauffement collectif, c'est qu'on se met en activité. On commence à faire les gestes spécifiques à l'activité, mais on met aucune intensité dans ce qu'on fait. Alors que là, dans ce que je t'ai présenté, dans la routine que je t'ai présentée, on veut vraiment mettre un maximum d'intensité pour réveiller ce système nerveux. Et tu vas voir que en réveillant ce système nerveux, tu vas te sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre déjà dans tes articulations, etc. Alors je te promets pas le miracle, en mode si tu as des douleurs, etc., tu n'auras plus aucune douleur et ça va être parfait, mais ce que je peux te promettre, c'est que tu devrais te sentir mieux et qu'en tout cas, ça te fera vraiment pas de mal de mettre ça en application plutôt que de faire tes petits 4 mètres, etc., qui servent pas à grand chose. Donc, s'il y a une chose qu'il fallait vraiment retenir, c'est d'arrêter de croire que l'échauffement, c'est juste quelque chose, voilà, pour se mettre à bouger et après on va rentrer dans notre match à fond comme par magie. Non, c'est pas une perte de temps, c'est vraiment le premier duel de ton match. Tu dois te dire, ok, ma première action dans mon match, ça va vraiment être ça. Ça va être de faire un très bon échauffement qui me permette d'être vraiment activé nerveusement. Et si tu ne sais pas comment mettre tout ça en place, moi, ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne des handballeurs, principalement vers l'atteinte d'un objectif précis qui est d'aller jouer en national. Donc, si tu es un joueur motivé, ambitieux, qui a pour objectif d'aller jouer au niveau national, je peux te conseiller d'aller voir le premier lien en bio où je te présente un petit peu tout le fonctionnement de mon accompagnement et comment je pourrais vraiment te faire passer un cap au niveau supérieur. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire et aussi à t'abonner parce que forcément, c'est ça qui fait vivre la chaîne, qui va pousser l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres handballeurs comme toi qui ont besoin d'être conseillés. Et plus la vidéo sera poussée à d'autres handballeurs, plus moi forcément ça me motivera à faire d'autres vidéos et plus je pourrai t'aider sur des sujets totalement différents. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les handballeurs.